Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour la troisième rencontre du prix Summer en compagnie d'un des écrivains sélectionnés cette année pour le prix Summer, Miguel Bonnefoy. Bonjour à toi, mon cher Miguel. Bonjour, ça va? Écoute, ça va, très heureux de te retrouver, même si, comme toujours, on aurait préféré que ce soit en présence et en réel. Oui, Merci à toi, en tout cas, de nous accorder un moment pour parler de ton livre, donc Héritage, publié chez Rivage à la rentrée littéraire de septembre et qui a été sélectionné par l'équipe de la Fête du Livre pour ce prix Summer. Un grand merci à toi de ta présence. merci à vous pour cette très très belle invitation et très honoré de faire cette rencontre avec toi, Yann, que je connais depuis longtemps et qui est sans doute un des meilleurs lecteurs de la place française. Je vois que tu commences à me flatter, c'est un bon début, mon cher ami. Peut-être un petit mot d'abord pour remercier bien sûr l'ensemble des lecteurs qui sont derrière leur écran et en particulier les lecteurs des médiathèques de Bron et des médiathèques du Val-de-Saône, notamment de Fleurieux, qui devaient t'accueillir sur les deux rencontres que tu devais faire dans la région lyonnaise. Donc on les salue particulièrement et on salue l'ensemble des lecteurs du prix Summer et plus largement des lecteurs de la Fête du Livre qui participent à cette rencontre. Alors, on va bien sûr avoir un petit temps de discussion tous les deux, environ une demi-heure, sur les grands enjeux de ton livre. Et puis, comme toujours pendant ces rencontres, les lecteurs peuvent participer avec le chat de la rencontre pour poser des questions, demander des précisions ou apporter des témoignages de lecture par rapport à ton roman. Je vais dire un tout petit mot du roman très rapidement, bien sûr, parce que sans doute quelques lecteurs n'ont pas encore découvert Héritage. Peut-être préciser d'abord que c'est ton troisième roman. Hein. Tu avais Oui, publié deux romans précédemment, Le Voyage d'Octavio, Sucre Noir. Tu as publié également un récit, Jungle, et puis un recueil de nouvelles dont on parlera peut-être aussi dans absolument. différents genres pendant cette conversation. Et donc, ton nouveau livre, Héritage, est un roman qui, comme souvent chez toi, convoque l'histoire et la géographie hein, et le voyage. Et c'est une donnée peut-être sur laquelle on va revenir rapidement. C'est un livre qui se déroule entre deux dates, hein, finalement, sur un siècle, entre 1870 et 1973, pour le dire Absolument. vite. Un siècle, donc, vu dans ce livre-là et vu à travers finalement une famille de franco-chiliens, de Français exilés au Chili, qui finiront par faire le trajet inverse dans les années 70. On part donc de la fin du 19e avec ce fameux père Lonsonnier. On reviendra bien sûr sur le nom hein, de Lonsonnier, ce vigneron du Jura qui, suite au phylloxéra, va partir avec un pied de vigne dans la poche en direction de la Californie et qui va finalement s'échouer, j'ose dire, ou en tout Oui, cas au Chili, à Valparaiso, là où il va s'installer. Et on va suivre finalement dans le roman quatre générations de cette famille de Lonsonnier jusqu'au personnage d'Hilario Da, qui reviendra en France en 1973 au moment de la dictature de Pinochet. oui, Un livre qui raconte finalement la manière dont les petites histoires sont percutées par la grande, une sorte de traversée du siècle, et en même temps une fresque familiale. On parlera bien sûr de l'ancrage autobiographique de ce roman, et en même temps un livre qui est un livre qui pose des questions, me semble-t-il, très fortes sur le contemporain, sur les migrations, sur la manière dont on réfléchit à l'exil aujourd'hui, à l'appartenance, au rapport à la langue, au rapport à la nation, tout un tas de sujets qui me semblent être au cœur de ce roman. Voilà, une très courte introduction. Peut-être d'ailleurs pour commencer une question de cet ordre-là, puisque tu ouvres le livre avec une exergue de Santayana qui dit « Ceux qui ne peuvent se rappeler leur passé sont condamnés à le répéter ». oui. Peut-être peux-tu nous dire un mot de ce goût que tu as pour non pas le roman historique au sens premier du terme, mais en tout cas du roman comme un laboratoire, un endroit où on peut explorer le passé et plus largement l'histoire. Absolument. Eh bien, peut-être que si ces personnages avaient un pied dans le passé et aussi dans le présent, c'était justement pour essayer de donner ce pont, de donner cette passerelle, essayer de donner une sorte de croisement entre les fautes d'hier, les dilemmes d'hier, les passions d'hier, les aspirations d'hier, leur exil, leur migration, leur mouvement, mais qui finalement allaient être les graines qui donneraient plus tard le fruit de leurs nouvelles aspirations, de leurs nouvelles illusions et aussi de ce que leurs enfants feraient.
Donc, bien entendu, en ayant un éventail sur 4 générations, avec des personnages du coup qui sont sans cesse en train de se suivre, se succéder, les uns sont dans les enseignements, les autres sont dans les apprentissages. Il y a une porosité qui se fait entre générations. Et finalement, peut-être, j'essaye justement de créer un miroir entre ce passé et ce présent. Peut-être aussi, et je réfléchis avec toi à voix haute, et je relisais des passages de Dany Laferrière, justement, qui lui expliquait peut-être que l'écrivain se retrouve, lui, à cheval aussi entre l'ancien et le moderne, puisque son travail est celui d'essayer de calquer, de projeter et de tendre une lumière dans sa modernité pour faire comprendre et exprimer la réalité de sa contemporanéité, mais il le fait avec des mots du passé, avec des mots qui sont chargés d'histoire, avec des mots qui ont à l'intérieur de leur ventre phonétique et étymologique déjà des siècles qui sont là. Et cependant, c'est avec ces mots chargés de poussière qui sont dans les poubelles de l'histoire, qui ont parfois tombé en désuétude ou qui sont à l'abandon, ces mots qui sont effrités par le temps, étouffés par les siècles, cependant c'est avec ces mots-là qu'il faut expliquer cette modernité, tu vois. Et donc, moi, je trouvais que c'était assez beau, cette façon qu'il avait de dire que l'écrivain se retrouve, si tu veux, les bras ouverts à essayer de prendre hier et demain avec la même force, avec la même véhémence pour pouvoir raconter ce que lui, il est en train de vivre. Si j'arrivais à faire ça, et moi, bien sûr, je n'ai pas du tout le talent de Dany Laferrière, cependant, si j'arrivais à faire ça, mais à l'intérieur d'une histoire, à l'intérieur d'une fable, à l'intérieur d'un conte, et c'est-à-dire de donner au patriarche déjà les germes, tu vois, les premières racines de ce que son arrière-petit-fils vivrait plus tard, alors tu étais en train de donner des personnages qui étaient cohérents, qui se répondaient les uns les autres et qui fait écho à l'intérieur du livre. Je disais en introduction que ton livre mettait en scène finalement la manière dont les petites histoires étaient percutées par la grande. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et pour préciser les choses, on pourrait dire que c'est aussi les petites histoires familiales, d'une certaine manière, qui Oui. sont percutées par la grande. Là, ton projet était à la fois d'explorer ce siècle et en même temps d'explorer la manière dont la famille ou la mythologie familiale s'inscrivait finalement dans cette réalité-là. C'est absolument ça. Et bien sûr qu'il y a une partie, comme tu disais tout à l'heure, autobiographique, même si c'est vraiment un roman. Je me suis permis le luxe et la liberté d'aller dans de la fiction, d'inventer des personnages qui n'ont pas existé et en supprimer d'autres qui ont réellement existé. Je me suis mis à injecter de nouvelles choses. Je me suis dit qu'il serait beau de mettre un pied dans l'histoire, mais même par rapport à l'histoire, je me suis de temps en temps arrangé avec elle pour pouvoir caler tout simplement dans des dates. Et là, on irait peut-être trop dans le détail si on allait à parler de certains personnages, à quel moment ils sont nés, à quel moment ils sont morts, et comment j'ai maquillé un petit peu cette affaire pour pouvoir mieux rentrer dans ma structure narrative. Mais bien sûr que lorsque tu as envie d'écrire, surtout sur la fin du 19e et pratiquement tout le 20e siècle, il s'est passé tant de choses que tu veux inscrire une famille là, qui est à cheval entre deux pays, entre deux continents. Ça se passe en 2 guerres mondiales. Il y a une dictature. Et au milieu, tu te retrouves avec les engagements des migrants, comment ils ont été reçus, également quels ont été les accueils des Français dans les années 70 avec toute cette génération de jeunes torturés des dictatures latino-américaines qui sont arrivées. En fait, c'est énorme si tu te mets à voir. Donc, si tu essayes de tout mettre dans le livre, ça devient une sorte de livre fouillis, étrange, baroque, dans lequel tu es obligé d'avancer dans les pages avec une machette, et ça devient une sorte de mélasse complexe où toi-même tu te sens un peu embourbé. Cependant, si alors tu injectes de la fiction, donc tu mets un peu de l'eau dans ton vin, tu brides avec la fiction, ça te permet parfois de mieux raconter la réalité. Et c'est là où je trouve que c'était intéressant, et peut-être c'est une réflexion qu'on peut avoir ensemble, sur cette idée que, et il me semble que Apperfield en parlait très bien, que la réalité peut se permettre le luxe de ne pas être vraisemblable. Tu vois, c'est-à-dire que la réalité n'a pas les pudeurs de la fiction. Si toi, tu me racontais ton histoire familiale, l'histoire familiale des Nicole, je te dirais non, tu mens, c'est pas possible, c'est beaucoup trop extraordinaire. Si moi, je te racontais l'histoire des Bonnefoy, tu me dirais non, c'est impossible. Et cependant, c'est réellement passé comme ça. Au moment où je me suis mis à écrire cette histoire, je me suis dit, si j'essaye d'être entièrement fidèle et loyal avec mon histoire familiale, on ne me croira pas. Je suis donc obligé,
paradoxalement, d'utiliser de la fiction pour brider cette réalité, pour la rendre moins réelle et pourtant plus vraisemblable. Tu vois? Et donc, c'est là où ça s'est joué, je pense. Oui, et c'est aussi le rapport au mythe. Peut-être il y a une chose qu'il faut qu'on aborde tout de suite, parce que c'est vrai que ce livre-là, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de lecteurs, il nous a aussi beaucoup appris sur les liens finalement entre la France et le Chili et sur cette Oui. dimension historique. On connaît et on sait effectivement ce qui s'est produit dans les années 70 au Chili. On sait qu'il y a eu un exil important de Chiliens en France à ce moment-là. Oui. Mais c'est vrai que le trajet inverse qui s'est fait un siècle plus tôt était beaucoup plus méconnu. Oui. Peut-être tu peux d'abord nous dire un mot aussi de cela, parce que c'est aussi des choses qu'on découvre et qu'on apprend dans ton livre, ce départ finalement vers la Californie, puis cet arrêt forcé au Chili Oui. à la fin du 19e. Absolument. Et fin 19e, autour de 1870, il y a eu la crise du phylloxéra qui a provoqué une énorme sécheresse dans les ceps des pieds de vigne en France et qui a obligé énormément de vignerons, d'œnologues, de maîtres de chez français de prendre des navires en fer qui partaient de Saint-Nazaire, qui partaient du Havre, pour aller replanter les pieds de vigne ou tout simplement trouver une vie meilleure, tenter l'aventure coloniale, tantôt en Argentine, tantôt au Chili, c'est-à-dire des deux côtés de la robe de la cordillère, ou également en Californie, à la Napa Valley, où il semblerait que la terre était suffisamment fertile et féconde pour pouvoir recevoir des ceps de vigne et donc faire renaître, donner une sorte de deuxième vie à la vigne française. Il semblerait en effet que de mon côté, eh bien, l'histoire est partie du Jura, qu'on est parti avec un pied de vigne dans la poche et qu'on s'est installé au Chili. Et à partir de là, et là-dessus, il y a un très beau livre d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Blampin, qui a fait une thèse sur les Français au Chili. Il raconte comment comment ces Français se sont complètement chilianisés, se sont installés dans une sorte de diaspora presque endogamique dans des domaines viticoles. Ils se sont mariés entre Français, ont fait des enfants français, ne parlaient qu'en français, ont construit des écoles françaises, avaient des cliniques ou des petits hospices qui étaient entièrement français. Ils faisaient des pique-niques, jouaient à des jeux français. On dit même qu'ils ne lisaient que des journaux français. Et alors qu'une idée aussi de l'immigration était celle de créer une porosité avec les populations locales pour pouvoir justement créer des mélanges, des métissages et des croisements qui soient positifs tantôt pour le Chili, tantôt pour la France, eux, ils sont vraiment restés entre eux. Au point que lorsque cette première génération née au Chili entend que la nouvelle de la Première Guerre mondiale vient d'éclater, ils se sentent dans une sorte de désir ardent et de devoir patriotique et nationaliste de reprendre des bateaux et d'aller combattre en France. Le jeu qui s'est fait entre ces deux pays et ces deux continents, de deux pays, de deux cultures que tout semblait opposer, que 12 000 kilomètres de distance séparent, que la langue sépare, que les coutumes, que les mœurs, que les traditions, que tout sépare, et qui pourtant, au fil des siècles, tu te rends compte qu'il y a des tissages, qu'il y a un entrelac, qu'il y a une réponse, un dialogue extraordinaire qui s'est fait entre deux, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir le souligner pour également pouvoir rappeler ou rendre hommage ou tout simplement exhumer de l'oubli l'histoire, l'aventure extraordinaire et secrète de ces Français qui ont été eux aussi des migrants autrefois, qui eux aussi ont tenté justement de traverser des océans dans l'espoir d'une vie meilleure et finalement arriver dans des pays qui les accueillaient. Et lorsqu'on parle bien sûr de migration d'un côté, tu es obligé de parler d'accueil. Et lorsque, dans les années 70, 1970, 73, il y a eu tous ces Chiliens qui sont arrivés en France, mon père en a fait partie, et du coup, je suis bien placé pour le savoir, la France a été généreuse, a ouvert ses frontières, leur a offert des maisons, un système de sécurité sociale, a permis alors à son fils d'avoir une bonne éducation. Et si 40 ans plus tard, eh bien, il y a son fils qui écrit cette histoire, aujourd'hui, c'est quelque part une réponse aussi, c'est une monnaie rendue à la générosité des Français qui, dans les années 70, ont su accueillir des personnes qui étaient dans une situation délicate. Aujourd'hui, on se retrouve avec tant de problèmes de la migration, et moi, je ne suis pas politologue ni économiste, ce n'est pas du tout à moi de donner un avis là-dessus. J'observe tout simplement qu'il y a peut-être dans une tente un des enfants migrants qui, dans 40 ans, écrira un beau livre, et la France sera contente d'avoir un livre qui participe et qui contribue à son patrimoine culturel.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu assumes évidemment le fait d'être celui qui écrit cette histoire familiale. On pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir à quel moment un écrivain advient dans une lignée, à quel moment arrive celui qui raconte d'une certaine manière, mais ce serait peut-être un très vaste débat. Mais en tout cas, peut-être nous dire un mot, toi, du positionnement que tu as choisi en tant que narrateur de ce livre. Comment est-ce que tu as réfléchi à l'endroit où tu devais, toi, te situer dans ce livre-là? Tu as tout à fait raison. Bien sûr qu'il y avait, bon, il y a 1000 options et un éventail qui est large. Et moi, je soupçonnais qu'il y avait deux options qui s'ouvraient devant moi. Soit j'utilisais le jeu et donc j'essayais de raconter toute cette histoire par rapport à moi-même, en fonction de moi, à l'aune de mon point de vue, en disant mon grand-père a fait ça, mon père a fait ça, et il s'appelait les bonnes foi, et ils ont vécu exactement ça, et donc me retrouver à une sorte de registre comme ça, une hagiographie du passé, pour essayer de donner au monde un témoignage de ces Français qui sont partis au Chili et qui un siècle plus tard sont revenus. J'aurais également pu utiliser de la fiction en me mettant moi-même en scène comme une sorte de personnage qui est récipient, réceptacle, conclusion, dénouement de toute cette affaire, et donc tout simplement un personnage qui regarde en arrière en disant « j'écris aujourd'hui cette histoire », et de faire un récit enchâssé dans lequel tu as deux romans à l'intérieur du livre, où moi je suis à ma table de travail en train d'écrire, et donc tout à coup quelqu'un m'appelle, me parle en espagnol, et je dis « ah oui, j'entendais cette voix en espagnol, elle me rappelait en effet que fin 19e, peut-être mon grand-père lui aussi était en train de parler en espagnol à ce moment-là, et tu te relances en effet un siècle avant, et donc tu joues comme ça, qui est un grand classique, le jeu de la mise en abîme, et qui fait en effet que jamais le lecteur ne s'ennuie, puisqu'au moment où un récit est trop long, tu bascules sur l'autre, lorsque l'autre est trop long, tu bascules sur l'autre, et tu es sans cesse comme ça dans un jeu de jonglage, et finalement, à la fin, tu les fais se connecter tous les deux, puisque l'histoire familiale finit là où toi, tu es en train d'écrire, tu vois. Donc, Et puis, il y avait l'autre option qui est celle de faire essentiellement un roman. Donc, fatalement, changer le nom. À l'aube du livre, au seuil du livre, changer le nom des personnages pour pouvoir justement me dédouaner de cette histoire, à aucun moment ne mettre un jeu et tout simplement raconter un roman. Si nous n'étions pas en train de parler aujourd'hui, peut-être personne ne saurait que c'est une histoire familiale. Et j'aimais cette idée de me dire, moi je me sépare de tout ça, je vais simplement vous raconter un roman, je vais faire, comme tu disais tout à l'heure, une sorte de petit mythe, enfin une sorte comme ça, de petite allégorie, et à vous de voir si vous y voyez des couleurs. Mais je ne suis là que pour pointer des blessures. Comme disait Zola, je laisse le soin au législateur d'en trouver les remèdes. Merci pour cette leçon de littérature, tous les livres que tu aurais pu écrire si tu n'avais pas écrit celui-ci. Oui, d'autres livres que le mien. Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être une chose, tu as parlé effectivement de l'arrivée de la Première Guerre mondiale et de la façon dont Lazare, le personnage de Lazare, s'inscrit finalement dans cette réalité. Il y a effectivement, je dirais, un roman sur plusieurs générations, qui est un roman où il y a des hommes, bien sûr, mais comme souvent chez toi, il y a aussi beaucoup de personnages féminins. Et c'est, je crois, quelque chose qui est important pour toi. Peut-être on va pouvoir parler du personnage de Margot, oui, dont on avait déjà parlé ensemble, qui vient aussi de personnages historiques, etc. Peut-être nous dire comment tu as fabriqué aussi certains personnages qui sont des personnages dans lesquels finalement tu travailles avec différents repères. C'est intéressant, et peut-être le personnage de Margot en particulier. Bien sûr, bien sûr. En règle générale, par rapport aux personnages, l'idée était bien sûr de m'épauler, de m'accouder sur des personnes que je n'ai pas connues, mais que dans la légende familiale existaient, et modifier un petit peu leur texture pour leur donner un aspect un petit peu plus fictionnel. Je voulais également, à chaque personnage, leur donner une sorte de dilemme à chaque génération pour qu'ils soient eux-mêmes enfermés dans une condition mythologique, presque homérique, sans pouvoir réellement s'en sortir. Et donc, les jeux de prolepse et d'analepse dans le livre, c'est-à-dire que souvent, bien des années plus tard, il lui arriverait ça, ou il devait se souvenir très clairement que 50 ans plus tard, etc. C'est tout simplement une astuce classique qu'on retrouve dans tout récit mythique, mais qui permet en fait d'enfermer un personnage dans une sorte de destinée humaine, dans un ananké, dans un fatum, dans une fatalité, et donc, il ne peut rien faire. Et
Ça, c'était pour moi relativement important de développer des personnages à ce niveau-là. En ce qui concerne les personnages féminins, eh bien, il y avait d'abord Thérèse, qui elle est la femme de Lazare et qui a réellement existé. Tout le monde l'appelait Doña Teresa, hein, qui est donc une arrière-grand-mère. Mais il semblerait que c'était une femme fragile mentalement, qui n'a sans doute pas eu la puissance, la force créatrice qu'a Thérèse dans le livre. Et en me rendant compte, en lisant un petit peu dans les documents historiques de la famille, qu'elle était comme ça, je me suis dit que ce serait une erreur de ma part, celle d'essayer de conserver dans l'histoire une faiblesse, mais au contraire de corriger l'histoire en donnant à Thérèse quelque chose de fort et qu'elle soit conservée alors plus tard dans la mémoire familiale comme ça. Au point que encore aujourd'hui, dans certains dîners de famille, moi je peux avoir des oncles qui prennent la parole et qui disent « Mais moi je me souviens très bien de Thérèse, femme extraordinaire, femme de caractère. » Et tu dis « Ah bah tu vois, cher ami, finalement la fiction dépasse la réalité. Non, quand la fiction dépasse la réalité, on imprime la fiction, non, on imprime la légende. » En ce qui concerne le personnage de Margot n'a pas existé dans la famille, mais elle a existé réellement. C'est une aviatrice franco-chilienne qui s'appelait Margot Duhalde, qui, elle, était née au Chili, fille de Breton, il me semble, et qui, en arrivant en France, à l'appel de la Deuxième Guerre mondiale, a décidé en effet de rejoindre la RAF, combat, ou du moins et dans une aviation auxiliaire pour passer des avions d'un aéroport à un autre. Finalement, à la fin de la guerre, revient au Chili, obtient la Légion d'honneur en France, ouvre une école d'aviation, ouvre un musée et meurt riche et célèbre au Chili. Je suis tombé par hasard dans une brève, dans un journal, alors que j'étais dans un métro parisien sur l'histoire de sa mort, alors que j'étais en train d'écrire le livre, et je me suis dit, ce personnage entrait parfaitement dans ce trou générationnel que j'avais. Et il s'agissait non pas, encore une fois, de faire une biographie de cette femme, non pas non plus en inventer un autre personnage, mais reprendre les différentes biographies que j'ai trouvées que ce soit en effet Madame Auriol, que ce soit Maryse Bastier, que ce soit Amélia Earhart, que ce soit Adrienne Bolland, toutes les grandes aviatrices du XXe siècle français, et essayer de faire une sorte de personnage qui, lui, ressemblerait à Margot, mais ressemblerait également à Maryse Bastier, ressemblerait à l'autre, et aurait cette puissance de ces femmes qui ont essayé de conquérir le vent, conquérir le ciel pendant le XXe siècle. Et donc, le personnage est apparu et a calé parfaitement dans les dates pour pouvoir donner une continuité aux générations et ne pas faire un livre trop masculin. Il y a une chose qu'on peut dire aussi par rapport à Margot et qui, me semble-t-il, dit beaucoup de ton écriture, c'est que Margot, elle devient effectivement cette aviatrice qui va combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est avant cela celle qui va essayer de fabriquer un avion dans son jardin. Oui. Et elle est encore avant cela celle qui naît dans cette scène magnifique, dans la volière. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait ton sens de l'écriture, c'est-à-dire une image première, puisque la naissance dans cette volière est une image qui imprime. Il y a à la fois l'allégorie, évidemment, du rapport au ciel, quelque chose qui s'inscrit dans la vraie histoire. Ça pourrait être un symbole, finalement, de la tresse que tu mets en place dans tes romans. Oui, c'est comme tu dis, une tresse, mais c'est une tresse qui se fait de la fin jusqu'au début, c'est-à-dire que c'est un travail qui se fait en marche arrière. Lorsque j'ai décidé de créer le personnage de Margot pour qu'elle soit aviatrice, à aucun moment je n'avais imaginé qu'elle allait naître dans une volière. Mais je me suis dit, si on continue avec cette idée un petit peu mythologique d'essayer de donner au personnage un aspect, une épaisseur oraculaire, une épaisseur de prédestinée, je me suis dit qu'il fallait qu'elle ait dans sa naissance quelque chose qui est déjà à voir avec le ciel. Et donc, tout à coup, tu dis, ah, bah alors attends, je vais la faire naître, par exemple, elle était au milieu d'une volière. Mais comment cette volière est là? Ah, mais alors attends, je vais faire que le personnage de Thérèse, elle s'intéresse déjà à l'ornithologie et donc elle a créé une volière. Mais pourquoi elle s'intéresse à l'ornithologie? Ah, mais parce qu'en fait, elle est fille du maestro il y a une épidémie de coqueluche, donc elle perd sa voix, donc elle est obligée de... Et en fait, tu vas en marche arrière en me disant, tu construis les personnages de cette façon pour que lorsque le lecteur soit en train de lire de bout en bout le livre, du début jusqu'à la fin, il se dise qu'il y a une cohérence parfaite dans les personnages. Mais si tu retournes le livre, tu vois que les coutures sont énormes et que tout s'est fait plutôt
en regardant en arrière. Non pareil pour la naissance de Hilarioda, enfin Hilarioda qui lui va être ce révolutionnaire, qui lui se retrouve dans la torture, qui lui se retrouve dans les geôles et toutes ces choses. Et au moment alors de la naissance d'Hilarioda, il avait une petite tache au niveau du genou et sa mère dit « ça c'est la marque des êtres insoumis qui ne s'agenouillent devant personne ». Mon père n'a pas cette marque-là, mais qu'importe, puisque le personnage lui-même sera teint de cette couleur, alors il fallait lui donner une naissance qui est déjà un coup de pinceau de la même couleur, tu vois. Une autre chose qu'on peut évoquer, c'est aussi la manière dont tu travailles, me semble-t-il, sur les échelles, puisqu'on parle effectivement d'une traversée du siècle, d'un regard très distancié sur le siècle, sur les grands événements du siècle. Et par ailleurs, tu travailles ensuite sur des zooms, sur finalement vraiment une attention très forte aux détails, aux objets, aux couleurs. Il y a quelque chose qui se joue sur la focale chez toi, entre le très grand, le très large, le très haut, et puis quelque chose qui est vraiment à l'intérieur et à hauteur d'homme. Peux-tu aussi nous parler de cette dimension-là de ton écriture? Ah oui, c'est très beau. J'aime beaucoup la façon que tu as de le dire et ce côté micro, macro, cette loupe comme ça, ces allers-retours en avant. D'une part, il y a sans doute ce que Roland Barthes appelait l'effet de réel, c'est-à-dire ce je ne sais quoi qu'on donne parfois à la page et qui donne l'impression au lecteur d'y être tout entier. Ça peut se jouer par exemple sur une odeur. Et donc lorsque tu décris une pièce, tu peux la décrire d'une manière absolument parfaite. Mais si ça ne sent pas, si le personnage, lorsqu'il met comme ça son nez dans la page, il ne sent que le grain du papier et non pas l'odeur de l'ambre ou l'odeur de brûlé, alors il n'est pas dans cet effet de réel, tu vois. Et peut-être ce travail au niveau du détail, ce travail d'aller dans un côté un peu pointilliste, un peu minimaliste, et d'un côté faire un saut en 3 pages de toute la Première Guerre mondiale, mais prendre 4 pages pour pouvoir raconter comment il construit une volière, tu te dis, bah, il y a un déséquilibre quelque part. Mais d'un autre côté, le lecteur, lui, lorsque tu lui dis en 3 mots, Première Guerre mondiale, voit déjà immédiatement tout l'imaginaire des poilus des tranchées. D'un autre côté, lorsque tu lui parles d'une volière, non, il y a encore tout à faire, tout est à construire. Donc, sans doute, tu vois, ça s'est joué comme ça. Je reconnais aussi que ce résultat ou cette construction, ce tableau qui reste, est aussi une conséquence du retravail de correction. C'est-à-dire, je pense qu'il faut être suffisamment arrogant pour écrire, mais il faut être suffisamment humble pour se corriger. Et au moment de la correction, moi, j'ai enlevé peut-être la moitié du livre. J'ai dégraissé, j'ai raboté, j'ai émondé, le plus possible pour pouvoir enlever toutes les ramures, toutes les ronces, toutes les épines et ne garder du texte que son squelette premier, tu vois, son arbre nu. Et en enlevant énormément, je sais que j'ai beaucoup enlevé d'éléments historiques où il y avait des dates, où il y avait certaines scènes du contexte historique et politique du moment, où j'avais fait énormément de recherches au niveau des archives. Et donc, à chaque fois, je me disais, ça, il faut le mettre, ça, il faut le mettre, ça, il faut le mettre. Et finalement, lorsque tu le mets, tu te rends compte, ce sont des longues pages compliquées où le lecteur lui-même dit, oui, bon, d'accord, entendu. Tu es allé lire un livre sur que manger les poilus, entendu. Et alors, enfin, on n'est pas là pour ça. On est là pour que tu me donnes ce je ne sais quoi qui exalte la passion et qui fait que tout à coup, tu dis, ah oui, mais je vois très bien, il avait faim. Et qu'importe ce qu'il était en train de manger, tu comprends. Et au moment où j'ai raboté, où j'ai émondé le plus possible, finalement, les aspects macro se sont réduits dans un système d'ellipse et le micro, lui, est resté, puisqu'il a été plus intéressant à un niveau narratif. Et donc, ça donne peut-être aujourd'hui cette impression, tu vois, de rapidité, de faire des zooms avant et des zooms arrière. Et heureusement que ça marche. Mais finalement, moi, je ne le sais pas vraiment. Il y a cette belle image, et elle me vient à l'esprit pendant qu'on parle, et on réfléchit ensemble. Il me semble que c'est Giono qui parle de ça, et il dit, un écrivain est comme un enfant qui est en train de construire une tour de pierre. Et il est concentré sur sa tour de pierre en posant une pierre les unes sur les autres, en s'assurant que l'équilibre est bon pour que la tour ne tombe pas. Mais cet enfant et cet écrivain oublie trop souvent qu'il y a une lumière à côté qui est en train d'éclairer la tour de pierre et qui projette sur le sol une ombre majestueuse, splendide et immense, tellement plus grande que la tour de pierre et qui ressemble au clocher d'une cathédrale.
Il dit, cette ombre, c'est ce que voit le lecteur. Mais l'enfant, l'écrivain ne le voit pas. Lui, il est concentré sur ces petites pierres qu'il met les unes sur les autres pour être sûr que ça ne se casse pas la gueule, tu vois. Eh bien, même spectacle, moi, je n'aurais jamais la prétention de dire « Ah, je pense que mon livre fonctionne de cette façon ». Déjà, tu galères pour essayer de construire ton roman pour pas qu'il tombe, pour qu'il soit cohérent, pour qu'il soit alchimique, pour qu'il soit rond, pour qu'il soit circulaire, tu vois. Ensuite, il y a en effet le regard de toi et le regard de tous les autres lecteurs qui, eux, donnent cette ombre bien plus majestueuse. Je vois que le temps passe très vite. Encore quelques questions, quelques pistes, et puis on verra s'il y a des questions qui arrivent aussi au fil du chat. Tu as évoqué tout à l'heure, bien sûr, ce personnage de Hilario Da, qui est finalement une figure, une transposition, un alter ego du père. Absolument. Et on va en parler, bien sûr, peut-être plus précisément sur la manière dont tu envisages l'écriture même de la figure paternelle, mais peut-être dans un premier temps nous dire aussi, puisque Hilario, c'est aussi celui qui symbolise un moment dans l'histoire latino-américaine des années 60-70, d'une certaine tendance politique et aussi d'une répression très forte. Tu décris ces choses-là avec beaucoup de précision. Peut-être nous dire aussi, avant de parler peut-être plus spécifiquement du rapport au père et de l'écriture de la figure paternelle, ce que représente cette période pour toi, ta génération, la génération d'avant. C'est un moment clé dans l'histoire chilienne du XXe siècle, évidemment. Absolument. Lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle de Salvador Allende, et que Salvador Allende est arrivé au pouvoir en 1970, qu'il a installé la Unidad Popular et qu'il a transformé entièrement un pays qui était profondément capitaliste, néolibéral, presque féodal, avec une hiérarchie de classe sociale hallucinante, tout à coup, il essaye de créer une horizontalité, des réformes agraires. Il va beaucoup plus dans un sens socialiste et bras dessus, bras dessous avec déjà les révolutions cubaines, puisque Fidel Castro fait un voyage magnifique à Santiago et ils ont un des plus beaux entretiens filmés entre Fidel Castro et Salvador Allende, où Fidel Castro est en train de lui dire « Voilà, je ne viens pas du tout ici exporter la révolution cubaine, parce que chaque pays a son histoire différente et donc a un présent différent. Cependant, voici plus ou moins qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre le même ennemi qui est l'impérialisme américain qui a posé sa griffe sur le continent. » Pendant 3 ans, la Unidad Popular fonctionne. Moi, encore une fois, on pourrait en parler longtemps, mais je ne sais pas si c'est le lieu pour pouvoir en parler. On m'a toujours dit que dans les rencontres, il y avait 2 choses qu'il ne fallait pas toucher, qui étaient la politique et la religion. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en effet, on m'a toujours dit, écoute, reste à parler de littérature, c'est ça, et ce sera ça. Donc, bueno, quoi qu'il en soit, ça a été essentiel comme instant, avec, bien entendu, une ingérence de la part des Américains dès le début pour essayer de créer des implosions politiques et, par exemple, créer de la famine, créer de la pénurie, se rendre compte que tu avais des longues queues devant une boulangerie pour pouvoir acheter du pain, mais tu te rendais compte que dans des hangars à côté, il y avait des tonnes de pain qui étaient en train de pourrir. Et du coup, ce hangar avait été fermé avec les clés de l'opposition, payées par les Américains, par les opérations UNITAS, et le Chilien avait faim. Donc finalement, il dit, ah bah alors moi je sors dans la rue, j'ai faim, et ce gouvernement ne me convient pas. Et donc tu crées une implosion. En créant cette implosion, une révolte populaire, tu permets alors de justifier, de légitimer une intervention militaire de la part des États-Unis qui finalement arrive et arrange les choses, qui est plus ou moins la même chose qu'ils essaient de faire au Venezuela, si tu me permets. Quoi qu'il en soit, le 11 septembre 1973, des bombardiers bombardent la Moneda, qui est le palais présidentiel. Salvador Allende fait un discours absolument magnifique dans les radios nationales, se suicide et là commence presque 17 ans de dictature. Dans les différents mouvements, tantôt maoïstes, communistes, trotskistes et le mouvement du MIR, existaient déjà pendant la Unidad Popular et au moment du coup d'État, ils deviennent clandestins. Mon père avait 17 ans et il faisait en effet partie du MIR. Il était miriste, ils sont Movimiento de Izquierda Revolucionario, qui sont des mouvements d'extrême gauche révolutionnaire, des mouvements armés pour faire un attentat contre le dictateur, le tuer. Il est arrêté en 1974, donc c'est là en effet où moi je me suis permis de mentir un peu dans le livre, puisque moi je le fais arrêter aussitôt en 1973, mais mon père a été pendant 1 an, plus ou moins clandestin, ou du moins avec une double casquette
au Chili, à Santiago. En 1974, il tombe, hein, comme on dit en jargon, cayó, est arrêté et est envoyé en effet à Villa Grimaldi, qui est un centre de torture. Après Villa Grimaldi, il est envoyé dans une prison pendant presque 3 mois et ensuite il est exilé en France. Toute la partie de la prison, moi, encore une fois, j'ai décidé de ne pas la mettre, mais encore une fois, c'est un choix. Enfin, c'est bon, c'est pas bon, c'est hyper intéressant, toute la partie de la prison, parce que c'est tout ce qu'on appelle les prigues, et une prison dans laquelle absolument toutes les universités, tous les professeurs émérites, tous les intellectuels étaient arrêtés au Chili dans les années 73, 74, 75. C'est-à-dire que les prisons n'étaient pas remplies de criminels, de violeurs ou de pédophiles, elles étaient remplies d'astrophysiciens, d'écrivains, de chimistes, d'économistes. Et si tu voulais avoir un excellent cours sur l'économie de marché, eh bien, il ne fallait pas aller dans une université, mais dans un établissement pénitentiaire. Et donc, c'est extraordinaire de se rendre compte comment ça. Il y a des anecdotes délicieuses de Luis Sepúlveda dans Patagonia Express, dans lesquelles il parle justement de toute cette période qui sont délicieuses. Et moi, mon parrain est un homme qui s'appelle Toro. El Toro a été pendant 27 ans en prison. Il est sorti récemment. Il s'est marié en prison. Il a eu des enfants en prison, etc. Et El Toro peut te raconter des histoires. C'est un roman entier. Extraordinaire. Lui, après, il était parti au Pérou pendant le Sendero Luminoso. Il avait fait des conneries et donc il avait été arrêté au Pérou. Et donc, il avait fait les deux, tantôt prison chilienne, tantôt péruvienne. Ouais. Quoi qu'il en soit, et lorsque mon père, en effet, est arrivé à Barcelone, il avait plus ou moins 18 ans. Et il écrit un roman qui s'appelle Relato en el Frente Chileno, qui est un témoignage dans la torture, et il prend un pseudonyme, Hilario Da. Il le publie dans une petite maison d'édition catalane à Barcelone qui s'appelle Blume, et finalement va rester en Europe, etc., rencontre ma mère et toutes ces choses. Lorsque moi je suis tombé sur le livre, je me suis dit qu'il y avait là un document extraordinaire, exceptionnel, et qu'il serait une belle idée de pouvoir le traduire et le republier comme une sorte de document essentiel pour même la mémoire collective chilienne. Mais moi, je ne suis ni traducteur, et encore une fois, mon travail n'est pas celui du témoignage. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou j'ai eu tort, mais j'ai décidé au contraire de prendre ce livre et de le réduire le plus possible, c'est-à-dire prendre les passages les plus forts et décider d'en faire le dernier tiers de mon roman. Peut-être encore une question, puis ensuite je vois qu'il y a quelques questions des lecteurs qui arrivent. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'en dehors des personnages, je dirais, inspirés par des membres de ta famille, en dehors des personnages que tu as pu créer, comme on a évoqué avec Margot, à partir de figures historiques diverses, il y a aussi des personnages qui sont des personnages finalement presque de la mythologie amérindienne. Je pense notamment aux guérisseurs Mapuche, et qui amènent et qui tirent le récit à certains moments vers une dimension presque fantastique ou en tout cas allégorique, symbolique, je ne sais pas comment il faut le dire. Alors, on te fait beaucoup le coup de Garcia Marquez, du réalisme magique, etc. C'est le jeu. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre dans cette tension entre le réel, le réalisme et une dimension merveilleuse qui est quand même très à l'œuvre dans ton livre. Absolument. Et le personnage de Aucan, qui est ce guérisseur mapuche, cette espèce de étrange et mystérieux chaman qui apparaît, était aussi quelque part une des pièces que je voulais apporter pour ne pas faire un livre qui soit trop blanc, trop européen, et dans lequel on se retrouve dans une sorte de Chili qui n'existe pas vraiment. Bien sûr qu'il y a eu le Chili dans cette petite France recréée par des Français immigrés, mais bueno, à côté, il y a bien sûr toute l'immense puissance des premiers peuples amérindiens qui étaient là en Amérique latine. L'Amérique latine, enfin, ou du moins l'identité continentale d'Amérique latine se compose d'une tresse avec, d'un côté, bien sûr, les Blancs européens qui sont arrivés. Il y a toute la traite négrière avec une énorme partie de l'Afrique qui est venue et qui amène justement les tambours, la fiesta, etc. Et tu as à côté eh bien, le peuple indigène qui lui apporte une sorte de tradition bien plus proche de la terre et de la Pachamama. Si j'arrivais en effet à tresser au Chili, il y en avait que 2 parce que les Africains ne sont arrivés que plus tard au Chili, eh bien, il fallait que le personnage d'Aucan apparaissent à côté des Lonsoniers ou à côté de Héctor Bracamonte, qui eux sont plus des ouvriers comme ça du salpêtre ou des Chiliens.
En ce qui Pardon, je t'en prie, Non, non, et rapidement pour finir, et pour ne pas être long, en ce qui concerne en effet l'injection de la magie ou du surnaturel à l'intérieur du livre, avec le personnage, et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ça semble abstrait, mais le personnage de Helmut Drieschmann, qui est ce soldat allemand qui finalement revient sous la forme d'un mort, qui fait l'amour avec Margot pour pouvoir avoir le fils Hilarioda, dit comme ça, c'est de la folie, tu me diras, mais... Eh bien, c'était aussi une raison d'astuce, d'échafaudage narratif. Lorsque j'avais le personnage de Margot, et Margot, je savais qu'elle devait enfanter Hilarioda, eh bien, tu as deux options. Soit tu décides d'être démiurge, capitaine de ton navire, tu décides alors d'inventer un personnage qui tout à coup, comme ça, apparaît soudainement d'une manière magique et tu dis, elle marchait dans la rue, elle vit un homme, le trouva beau et la chose se fit, ou au contraire, mais moi je trouve que ça fait un peu cheveux qui tombent dans la soupe, ou au contraire, je décidais justement de prendre un personnage qui était déjà là, dans le livre, et donc quelque part de le reprendre pour montrer que les personnages que j'avais posés depuis le début eh bien, n'étaient pas gratuits, et qu'ils étaient tous imbriqués les uns avec les autres, qu'ils étaient tous à l'intérieur d'une même beauté et d'une même malédiction pour avancer ensemble en caravane. Donc, le personnage de Helmut Drieschmann apparaît. Et bien sûr qu'il y a un aspect de réalisme magique et de réel merveilleux, mais qui, tu peux imaginer, le réalisme magique n'est pas le privilège des écrivains latino-américains du XXe siècle, puisque lorsque tu lis Kafka, lorsque tu lis Pirandello, lorsque tu lis Gogol, lorsque tu lis Don Quichotte, lorsque tu es dans la mythologie grecque, c'est ça, lorsque tu es dans la Bible, lorsque tu es dans Gilgamesh, lorsque tu lis les Japonais, lorsque tu lis Oscar Wilde, Sylvie Germain, Marcel Aimé. Enfin, c'est un grand classique dans l'histoire de la littérature qu'il y ait de l'injection de surnaturel dans le naturel et qu'on puisse être dans une sorte de jeu comme ça, de dialogue entre les deux. Donc, heureusement que García Márquez n'a pas inventé la magie, même s'il en a fait les plus beaux livres. Ce qui est amusant, et c'est une toute petite parenthèse, c'est qu'on fait souvent référence à García Márquez quand on parle de toi, mais on pourrait aussi parler d'un écrivain comme Sandras. Absolument, bah, bravo, Blaise Cendrars, mais tout à fait, que j'ai énormément lu et qui d'ailleurs, lui aussi, était aviateur dans Le Lotissement du ciel, on le retrouve énormément, enfin, on le retrouve dans l'écrivain aviateur. Eh bien, moi, je me suis énormément intéressé à Blaise Cendrars pour pouvoir justement travailler tout ça, si bien que même l'idée du saint patron des aviateurs qui s'appelle Saint Joseph de Cupertino est une page qui se retrouve dans Blaise Cendrars. Et pour Sucre Noir, j'avais énormément lu L'or de Blaise Cendrars. Donc ça fait déjà un moment que Blaise Cendrars me poursuit dans les influences. Tu as tout à fait raison de le pointer. Ouais. Je vais me permettre une question d'un des lecteurs, lectrices qui est intéressante lorsque tu parlais des personnages et tu l'as évoqué, c'est le personnage de Hector Bracamonte, je ne le prononcerai pas comme Bravo. toi. Tu vois que tu as des lecteurs déjà fidèles puisque il y a une question qui dit à quoi correspond ce personnage et qui dit surtout il était aussi dans Sucre Noir, non? Et en effet, c'est le cas. Bravo, bravo, bravo. Bah, oui, absolument. Eh bien, encore une fois, là on pourrait parler longtemps, mais je pense qu'il est beau, ou du moins j'ai la faiblesse de croire qu'il est beau de constituer un territoire large de livre en livre qui puisse avoir des traboules, qui puisse avoir des galeries souterraines et qui constituent un même ensemble. Dans le voyage d'Octavio, vers la fin du livre, il y a un personnage qui restaure une église Saint-Paul du Limon et ce maître d'ouvrage s'appelle Bracamonte. Je savais déjà à ce moment-là que les Bracamonte allaient me suivre de livre en livre et lorsque, dans Sucre Noir, j'ai décidé de nommer le personnage de Severo Bracamonte, je me suis assuré en effet qu'il soit frère du restaurateur d'église de Saint-Paul du Limon, mais déjà en annonçant un personnage qui s'appellera Babel Bracamonte dans un autre livre que j'ai dans mon cœur depuis longtemps et également avec un frère marin utopiste de Libertalia que j'ai également dans mon cœur et qui viendra plus tard. Les Bracamonte, en effet, lorsque je me suis mis à écrire Héritage, eh bien, Hector Bracamonte et Fernandito Bracamonte sont de la même fratrie et ça permet en effet de faire des traboules, mais il y a des traboules bien plus intéressantes puisque, et là encore une fois, on va vraiment dans le détail, mais le personnage de Hilarioda est introduit dans le Mir par un homme qui s'appelle Pedro Clavel. Pedro Clavel est le frère de Venezuela
Venezuela, qui est la copine d'Octavio dans le voyage d'Octavio, et qui, elle, rencontrera bien des années plus tard Hilariola dans un match de football dans le bois de Vincennes lorsque lui, il arrive. Et donc, il y a le livre de Maracaibo que je dois encore écrire, qui est héritage, mais du côté de ma mère, dans lequel tout finit avec cette Venezuela qui croise Octavio en chemin et qui, en effet, rencontre Hilariola, un jeune réfugié de la dictature de Pinochet, lors d'un match de football au bois de Vincennes. Et si vous voulez vraiment qu'on aille encore plus loin, il se trouve que vers la fin du livre, il y a un personnage qui s'appelle Michel René. Michel René est caché dans un domaine viticole du Long-Saunier, mais Michel René n'est pas un homme, mais finalement est une femme. C'est ça. Et lorsqu'il parle avec Long-Saunier, il dit « J'ai dû fuir de partout, on m'a jeté de partout, on m'a renvoyé de partout, j'ai dû être renvoyé des lycées, renvoyé des cimetières, et même de l'atelier impérial de Meudon, où un certain Augustin Mouchot était en train de construire des machines solaires. Et ça, mon ami, ce n'est pas pour rien. » J'imagine que tu as un grand tableau où tu mets tous des schémas, des toiles d'araignée, des choses comme ça dans ton travail, parce qu'on voit qu'il y a aussi des correspondances qui sont sur la longue durée. Ils sont vraiment sur la longue durée. Alors, pour être tout à fait honnête, ils n'existent pas vraiment, parce que moi, j'ai une vie désordonnée, je voyage beaucoup et je suis souvent en train de déménager. Donc, je n'ai pas ce tableau, mais bien sûr, le tableau est ici, à l'intérieur de la tête, et un jour, peut-être, il se fera. Mais une chose est sûre, c'est que c'est très clair que chaque livre doit être à la fois un bâtiment, mais il doit avoir aussi des pierres d'attente qui attendent qu'un autre bâtiment mitoyen vienne se joindre avec une même structure. Et je pense, et il me semble qu'on appelle ces pierres aussi des pierres en harpe. Et si on joue avec une fausse étymologie, c'est comme une sorte de différent arpège qui va se jouer pour que d'autres livres jouent la même symphonie, mais avec des notes différentes. Un lecteur, une lectrice plus précisément, demande qu'est devenu Michel René. Alors, oui. Alors voilà, parlons-en. Il se trouve que Michel René est bien sûr, à la fin du livre, Hilariola prend le nom de Michel René. Hilariola est le pseudonyme qu'a pris mon père lorsqu'il a écrit Relato nel Frente Chileno. Mais mon père s'appelle Miguel. Moi, je porte le nom de mon père, bien entendu, mais il s'appelle Miguel, mais quand il est arrivé en France, il s'est appelé Michel. Il a francisé son nom. Donc mon père s'appelle Michel Bonnefoy. Et René est bien sûr la Renaissance. Donc lorsque Hilariola arrive et se renomme, c'est Michel qui renaît une deuxième fois. Voilà le clin d'œil, si tu veux. Je veux vraiment qu'on dise tout. Merci de nous faire rentrer dans l'atelier, cher ami. Oui. J'ai encore une question que tu as un peu abordée, mais peut-être peux-tu préciser les choses sur la manière dont tu articules précisément l'écriture, et donc peut-être le roman, la fiction, l'invention, et le temps de recherche. Est-ce que tu passes par d'abord un temps de documentation, de mise à plat d'un certain nombre d'éléments, et ensuite tu te jettes dans l'écriture, ou est-ce que ça s'entremêle, ça se répond, ça résonne? Chaque grossesse est différente. Et chaque livre, bien entendu, a été formé d'une façon différente. Il y en a certains que tu vomis comme ça parce que tu le portes dans ton cœur depuis longtemps et lui, il est en train de macérer, il est en train de distiller et puis finalement, en effet, tu n'as besoin que d'un seul souffle pour pouvoir le sortir. D'autres, au contraire, qui sont plus difficiles comme ça, il faut des forceps. Par rapport à Héritage, j'ai fait énormément de recherches et je pense que j'en ai fait un peu trop. Je me suis noyé, je me suis senti inondé par les recherches et finalement, je pense que j'ai perdu plus de temps que ce que j'aurais pu en gagner. J'aurais dû m'organiser, je pense, différemment. Je me suis mis à lire absolument sur tout. Et à chaque fois, j'achetais des livres compliqués. Je remplissais des cahiers de champs lexicaux, de vocabulaire, de tous les codes du genre pour être sûr que je ne ferais aucune faute, qu'il n'y aurait aucun trébuchement, qu'il n'y aurait aucun croche-pied comme ça. Et donc, je me retrouvais ensuite à créer des personnages qui, eux, étaient murés à l'intérieur d'une quantité de vocabulaire complexe qui sont relatifs avec la chapelle et avec la niche de ce que je voulais raconter. Et je me rendais compte, quand je le lisais, que ça perdait de fluidité et que j'étais en train de mettre de côté la chose peut-être la plus importante, qui est celle de bêtement raconter une histoire. Et qu'il ne s'agit pas ici d'être comme le chasseur qui est en train de tirer, mais qui tire dans le vide, simplement pour le plaisir d'entendre les détonations,
mais au contraire d'avoir une cible précise et se dire finalement comment je vais développer le sentiment de ce personnage, comment je vais lui donner un réel arc transformationnel pour qu'il ne soit pas plat et qu'il commence le livre et le finisse et que lui-même ait appris à l'intérieur du livre, tu vois. Également, faire des scènes. Les scènes sont les pieds de table d'un livre. Sans scène, un livre ne marche pas. Et de la même manière que dans ta vie, il faut qu'il t'arrive des choses pour que tu composes ton caractère, ta personnalité, eh bien, il faut qu'il lui arrive des choses au personnage pour que lui-même compose son caractère et sa personnalité. Parce que sinon, en effet, alors, du coup, tu es autocratique, tu es dictatorial, tu dis mon personnage est triste, c'est comme ça, et du coup, tu es en train d'être fainéant et paresseux. Et le lecteur le voit. Pourquoi il est triste? Réfléchissons, donne-lui une scène qui l'attriste, qui provoque dans son cœur une blessure secrète qui, elle, ne fermera jamais, et donc, en effet, tu as ton personnage, tu vois. Donc, voilà, je me suis beaucoup documenté et ensuite, j'ai pris énormément de temps de me séparer le plus possible de cette documentation pour pouvoir justement donner au livre une palpitation, quoi, quelque chose, un battement, un glissement. Encore une question de Françoise, une lectrice qui évoque la question de la langue. Et c'est évidemment très intéressant parce qu'il y a une réflexion qui est menée sur le métissage culturel que tu as évoqué et dont tu es le fruit quelque part. Tu écris en français. Parle-nous peut-être de ce rapport à la langue, du rapport à la langue espagnole, à la langue française, à ta langue d'écriture en l'occurrence, et au fait de finalement écrire cette histoire chilienne et latino-américaine non seulement en français, mais j'ajouterais aussi avec les armes de la littérature française, d'une certaine manière, Ouais. ou en tout cas avec cet héritage-là. Oui, très juste, absolument. Ma langue maternelle est l'espagnol, et donc fatalement, le livre, en partie, il est pensé en espagnol. Lorsque je parle avec ma famille en France, et qui, elles, sont les enfants de Chiliens, souvent, ça se passe en espagnol, et absolument tous les souvenirs, tous les documents ou toutes les informations que j'ai pu avoir de la part de ma grand-mère ont été dites, expliquées en espagnol. Il y a un travail qui se fait au niveau de la traduction, une traduction qui n'est pas directe, mais une traduction qui est comme souterraine, parce qu'il faut que non seulement tu passes d'une langue à une autre, mais il faut que tu passes d'un code de langue, un code de tradition, chaque culture est codifiée à une autre. Et lorsque on te raconte une histoire en espagnol, une histoire très chilienne, tu te dis oui, mais si je la raconte comme ça, je perds des lecteurs et je ne suis pas en train de faire réellement le travail de m'asseoir à la table de la nouvelle langue et de dire, OK, selon tes codes, comment je peux habiller cette histoire pour que ce soit bien compris. Je pense que dans ce jeu de croisement, j'essaye de placer tous mes livres, et je ne sais pas si je suis en train de le faire bien. Et piano, piano, je pense qu'il y a une sorte de troisième langue possible qui est une sorte de mélange des deux premières, qui ne soit ni de l'espagnol ni du français, qui ne soit pas non plus une langue bariolée ou bigarrée, qui soit étrange, mais qui ait une forme de cohérence, puisqu'un français pourra comprendre l'héritage latino-américain en le lisant dans sa langue, mais également les latino-américains pourront eux aussi comprendre qu'il y a toutes les couleurs et qu'il y a toutes les colonnes du temple de la culture un peu latino-américaine. Si j'arrive à avoir ces deux diamants dans la main et les mettre l'un à côté de l'autre, alors peut-être qu'il y a une belle transparence à donner, un autre kaléidoscope. Encore peut-être une ou deux petites questions et puis on va bientôt mettre fin à cette conversation pour laquelle je te remercie. C'est toujours un plaisir de parler de littérature avec toi. Merci Il y a beaucoup, une pareil. question qui arrive d'un lecteur, d'une lectrice qui nous dit, et c'est une question et en même temps une forme de boutade, qui dit, si l'histoire de la famille est encore plus dingue que ce qui est écrit dans ce livre, il va falloir que tu écrives la suite, voire même la vérité en réalité. Oui, c'est beau ça, oui, ça me plaît beaucoup, oui, crois-moi, absolument. Oui. Eh bien, imagine-toi, allez savoir, hein, encore une fois, l'histoire du côté de ma mère est assez spectaculaire, et si je me mettais en effet à tout raconter, mais encore une fois, comme tout le monde a une histoire familiale fabuleuse, mais elle ne deviendrait pas si fabuleuse si tu la racontes avec toute la fidélité du monde. J'ai juste besoin de temps.
j'ai d'autres livres dans ma tête et je pense qu'on comprendra aussi certains de mes premiers livres en lisant les derniers, tu vois. Il y en a plusieurs dans le ventre et il faut juste que je compose ce territoire et au moment où c'est fermé, tu dis, ah oui, d'accord, il voulait faire ça depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle il a dit ça, mais il n'a pas dit ça, pour pouvoir permettre alors ici de garder cette pépite. Constituer un territoire est la naissance de l'art, disait Gilles Deleuze. Je trouve que cette citation est très belle. Constituer un territoire est la naissance de l'art. Moi, je suis encore jeune et j'ai encore beaucoup de livres à écrire. Et chaque livre n'est pas un livre de plus, mais un livre de moins. Un livre de moins dans le grand chemin jusqu'à un jour arriver à un livre ultime que je n'écrirai peut-être pas parce que j'aurai l'élégance de mourir avant. Mais qu'importe. Ce sera le moteur nécessaire, la dynamique nécessaire pour pouvoir l'atteindre. C'est très intéressant, cette vision de l'œuvre. Ça fait penser aussi à des écrivains français comme Jean-Marie Blade-Robles, comme Patrick Deville, des gens qui construisent beaucoup aussi des sortes d'œuvres, disons, avec résonance, à système ou avec des échos. C'est tout à fait ça. Même Patrick Deville, il s'arrête dans des périodes très précises parce qu'il sait que ces personnages ne peuvent pas dépasser ces périodes pour pouvoir se croiser et s'entrecroiser. Jean-Marie Blade-Robles fait un travail fabuleux et extraordinaire. Et son dernier livre est d'ailleurs hallucinant parce qu'il explore aussi un nouveau territoire qui semble complètement inconnu, mais qui finalement ressemble tellement à tous les livres de son Capitaine Nemo et de tous les autres. Enfin, donc il y a comme ça des correspondances fabuleuses. Mais bon, ce sont des écrivains voyageurs et merveilleux. Ils font un travail bien plus impressionnant que le mien. Moi, je dois encore travailler longtemps pour atteindre quelque chose qui soit réellement satisfaisant. Ça doit prendre du temps. Mais j'ai besoin de temps et de la santé. On t'a invité trop tôt, en fait, Miguel. Ce n'est pas le bon livre. Exactement, exactement. Absolument. Encore 2 questions avant qu'on ne se sépare, cher ami. Il y a une question qui va aussi dans le sens de ce qu'on évoquait juste avant, qui est à quel âge t'es-tu autorisé à écrire? Et j'ajouterais peut-être un mot sur, entre guillemets, la question de la responsabilité, ou en tout cas de peut-être la pression que tu as pu ressentir aussi vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des anciens, sur aussi la prise de parole. Je le disais, lorsqu'un écrivain arrive dans une famille et qu'il raconte, c'est une question quand même. Peut-être tu peux nous parler de ça. Est-ce que tu t'es autorisé à le faire rapidement? Est-ce que ça a été des questions d'ordre presque éthique finalement? Absolument. Alors, si c'est quand est-ce que j'ai commencé à écrire dans ma vie en général, très rapidement, j'ai commencé par des nouvelles quand j'habitais plus ou moins à Lisbonne, autour de 14, 15, 16 ans, parce qu'il y avait un site internet où il y avait toutes les concours de nouvelles en France. Et donc, je m'étais mis à écrire des concours de nouvelles et j'avais envoyé des nouvelles, etc. Et puis, petit à petit, j'ai passé presque 10 ans à écrire des nouvelles et c'est vers 27 ans que j'ai publié le premier roman, Le Voyage d'Octavio, quand je suis arrivé en France en 2013. En ce qui concerne de s'autoriser, en effet, à écrire sur la famille, et j'imagine que c'est par rapport à héritage, ça a été une question qui a été très compliquée. Et j'ai eu beaucoup de mal à assumer que j'étais en train de faire ça. J'en ai énormément parlé avec la famille, puisque lorsque je leur disais, j'essaye aussi de rendre hommage à la famille, eux ils me disaient, mais ce n'est pas un hommage, parce que personne ici va te dire merci. Et donc, je leur disais, oui, c'est tout à fait ça. Et ils disaient, non, non, si tu veux écrire un roman inspiré de l'histoire familiale, tant mieux. Mais l'histoire familiale est entre nous et ça reste entre nous. Mon père, lui, m'a dit, vas-y ouvertement, prends tout ce que tu veux dans l'histoire de la torture, parce qu'il faut que ce soit dit. Mais d'autres personnes de la famille ont des personnalités plus secrètes, plus taciturnes, comme ça, plus renfermées, et ont la pudeur de dire on n'est pas en train de montrer aux autres comment ça s'est passé. Donc il y a certains personnages que je n'ai pas installés dans le livre, également pour ne pas avoir de complications. Par exemple, Hilarioda a un frère et une sœur dans la vraie vie, mais moi j'ai décidé de ne pas les mettre justement, par élégance aussi. Et l'histoire de Lons-Saunier, le fait d'avoir imaginé cette première scène dans le poste de douane avec le monsieur du service d'immigration, me permettait encore une fois de pouvoir m'éloigner entièrement des bonnes foi, de renommer la famille et donc de dire de toute façon c'est une autre famille, ce sont les Lons-Saunier, des gens qui n'existent pas. Ça s'est joué plus ou moins là-dessus. Et aujourd'hui, je le sais parce que je les vois souvent, ma famille a lu le livre, certains ont aimé,
d'autres non. C'est ça. Que veux-tu? Comme tous les lecteurs, d'une certaine C'est manière. ça, exactement. Voilà, absolument, absolument. Dernière chose qui va dans la foulée, c'est une question de Geneviève, qui est une lectrice de Bron, qui pose deux questions en une. Et je vais te prendre ces termes pour savoir si vraiment tu cautionnes aussi cette manière de voir les choses. Est-ce que cet ouvrage te connecte particulièrement avec la lignée de tes ancêtres, si tant est que tu avais besoin d'une forme de connexion? Et par ailleurs, est-ce que tu te sens dépositaire de leurs existences? Imagine-toi. Compliqué. Et il y a cette belle phrase de Anna de Noailles qui souvent me tourne en tête, qui dit « Les vivants se sont tus et les morts m'ont parlé ». Comme si la voix des morts, l'écho des morts, comme ça, revenait sans cesse, les voix qui parlent à l'intérieur de ma tête et qui finalement finissent par être ceux qui te dictent le livre, comme Garcia Marquez, lorsqu'il était en train d'écrire Son temps de solitude, justement, qui disait « Moi, je n'ai pas écrit ce livre. Il y a un ange qui s'est assis sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille 500 pages en 14 mois de Son temps de solitude. » Alors, encore une fois, moi, je n'aurais pas du tout ni la prétention et ni peut-être la clairvoyance de Garcia Marquez de pouvoir entendre comme ça le dialogue des morts, mais il y a eu une connexion avec les ancêtres parce que quelque part, je me suis dit que je pouvais les faire revivre d'une autre manière, que ce soit Émile Bonnefoy, que moi j'appelle Lazare Lonsonnier, que ce soit Robert et Charles qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit également des ancêtres qui, eux, étaient juifs, qui ont fui les pogroms, comme Hilario Danowski, enfin les Danowski, et qui se sont retrouvés, puisque ma grand-mère paternelle est née dans la colonia Mauricio, et l'autre colonia s'appelait Carlos Casares, et qui sont des colonies, des sortes de kibbutz juifs qui ont été bâtis dans la Pampa argentine, et donc qui ensuite sont passés au Chili, et donc également pour pouvoir leur tendre la main. Et il y avait alors cette foule de fantômes derrière moi, mais comme nous avons tous nos morts, nos fantômes, nos esprits, et j'ai tout simplement voulu un petit peu me mettre de côté pour les voir défiler devant moi et prendre des notes par rapport à ce qu'ils étaient en train de raconter. Alors, est-ce que moi, je me sens dépositaire de leur voix? Encore une fois, je n'ai pas les épaules suffisamment larges et je n'ai pas la plume suffisamment aiguisée pour pouvoir réellement faire transparaître tout ce qui s'est passé hier. Je n'ai fait que faire œuvre d'écrivain, c'est-à-dire non pas copier la réalité, mais essayer de l'exprimer et me permettre le luxe de saisir la réalité et la modeler en un nouveau bois pour pouvoir donner mon humble sculpture. Il y a un lecteur, et je vais en finir là-dessus, qui évoque aussi les Rougon-Macquart, un siècle, 5 générations. Et c'est un peu plus fin chez toi, mais en effet, on pourrait faire une comparaison. Et puis peut-être une dernière chose, même si tu ne veux pas parler de politique, ce n'est pas réellement de la politique, mais c'est vrai que tu as évoqué notamment cette migration des Juifs d'Europe centrale en Amérique latine. Et c'est vrai que c'est aussi une manière, ton livre, c'est ce que je disais en introduction, de montrer que les mobilités, que les migrations ne vont pas toujours dans le même sens et que dans l'histoire, des Européens ont aussi eu ce parcours d'exil, ont eu aussi une dimension d'accueil. Et j'imagine qu'il y a aussi quand même quelque chose dans ton approche qui dit cela, ou en tout cas qui rappelle cette dimension-là dans le roman. Oui, complètement. L'histoire de l'humanité est une histoire de migration et de déplacement à l'aune des guerres coloniales, des démesures, des guerres intestines, des conflits fraternels et fratricides. Sans cesse, il y a eu des exils, et même peut-être depuis Adam et Ève, qui est ce premier exil forcé des portes du paradis. À partir de là, l'homme n'a fait que bouger. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle l'Europe est bien assise. Et donc, il y a en partie certains pays qui essayent de la rejoindre parce que d'autres sont dans des conflits. Mais il y a 100 ans, c'était tout à fait différent. Il y a encore 100 ans, c'était tout à fait différent. Et qui sait si dans 100 ans, ce sera encore une fois différent. Donc, tu peux imaginer que le travail d'essayer de montrer, de souligner qu'il y a plein d'exils différents, qu'il y a en plus des exils de fuite. Il y a également des exils de bienvenue, il y a des auto-exils, il y a des exils politiques et il y a des exils qui sont artistiques. Enfin, essayer comme ça
de englober tous les exils du monde. Jamais je n'y serais arrivé dans un seul livre, mais si j'arrivais à peut-être en donner quelques points de vue, en donner une plume ici et là, en donner un coup de pinceau, en donner, tu vois, une petite idée par rapport aux Français, par rapport aux Juifs ashkénazes qui ont dû fuir les pogroms et la frange de résidence qui était au niveau des Balkans. Si tu pouvais également parler un peu ici de Californie ou parler du Chili, eh bien déjà, tu donnes un peu un aspect. Et parfois, il est plus simple de raconter une fable, de dire les choses par des chemins de traverse que faire des longues théories. Donc, parfois, un roman vaut pour 1000 livres historiques. Bien, mais on va s'arrêter sur ces mots. Je vais remercier évidemment l'ensemble des lecteurs qui ont participé. Merci à Aurélie Dubois qui a participé aussi à cela et qui a organisé. Et puis, un immense merci à toi, mon cher Mickaël. C'était Merci, vraiment un Yann. plaisir de t'entendre. Merci à toi. J'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion de te retrouver au mois de mars et de pouvoir rencontrer, je dirais, les lecteurs en réel. Inch'Allah. Et les autres lecteurs, je les invite évidemment à nous retrouver pour les rencontres avec les deux derniers écrivains qui sont dans cette liste du prix Summer. Absolument. Edgar Javadi et Julia Kerninon. Oui, merveilleux, merveilleux. Les deux sont merveilleux. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on pourra tous vous réunir. Merci, merci. Et merci à Aurélie. Merci à tous les lecteurs qui sont là. Et bravo pour le travail que vous faites. Vive le prix Summer. Merci beaucoup, cher ami. À très bientôt. À très vite, Yann. Bravo pour ton travail.